Sommes sur la place du Dam, au cœur d'Amsterdam, face au palais royal. Construit au XVIIe siècle, à l'apogée de l'âge d'or néerlandais, ce bâtiment imposant symbolise la richesse, le pouvoir et l'ambition d'une ville qui était alors le centre du commerce européen. Ses façades de pierre claire, ses colonnes massives et ses dorures témoignent de l'opulence. Il a été construit entre 1648 et 1665 par l'architecte néerlandais Jacob van Campen afin de servir comme hôtel de ville. Il est utilisé comme palais royal depuis 1808. Derrière cette grandeur se cache une réalité plus sombre. La richesse qui a permis d'ériger le palais royal ne venait pas uniquement du commerce local ou de l'architecture. Elle reposait largement sur le commerce colonial et l'esclavage. La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, active dans les Caraïbes, en Afrique et en Amérique du Sud, a bâti sa fortune grâce à la traite des esclaves et au commerce des plantations. Le sucre, le tabac et le coton, produits par des hommes et des femmes et des enfants réduits en esclavage, ont financé la prospérité de la ville et des monuments comme celui-ci. Aujourd'hui, en contemplant le palais royal, nous voyons plus qu'un symbole de pouvoir et d'art. Nous voyons aussi le témoin silencieux d'une histoire complexe, celle d'une ville dont la grandeur architecturale et commerciale est indissociable à la souffrance humaine. Comprendre ce passé, c'est reconnaître que derrière la pierre et la splendeur, il y a des vies, des histoires et une mémoire qui méritent d'être racontées. Je suis actuellement sur le Ehrenmarkt du numéro 99. Et derrière moi se trouve la West Indies House. Ce bâtiment fut construit en 1617 pour servir de garage à viande. Puis en 1623, il fut loué par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, la WIC. Et derrière ces murs de ce bâtiment à l'allure modeste se trouvait l'une des sociétés les plus riches et les plus puissantes de tout le XVIIe siècle. Sa société s'appelait la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, la WIC. La West India Company est fondée en 1621 par les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas. À cette époque, les Néerlandais sont une grande puissance maritime. Leur objectif est double: développer le commerce dans l'Atlantique et affaiblir l'Empire espagnol et portugais. Contrairement à la Compagnie des Indes orientales qui opérait en Asie, la WIC agissait dans l'Atlantique, en Afrique de l'Ouest, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et même en Amérique du Nord. Très rapidement, la compagnie s'implique dans le commerce triangulaire. La WIC capture ou achète des personnes en Afrique de l'Ouest, notamment dans les régions comme l'actuel Ghana, où elle contrôle des forts comme Elmina. Ces personnes sont ensuite transportées de force vers les colonies néerlandaises d'Amérique. Les principales colonies concernées sont le Suriname, les îles des Caraïbes comme Curaçao et pendant un temps une partie du Brésil. Dans ces colonies, les esclaves sont contraints de travailler dans des plantations de sucre, de café et de cacao. Les conditions de vie sont extrêmement dures. Travail forcé, violence, maladie, absence de droits. On estime que la West India Company a participé à la déportation de plus de 600 000 Africains vers les Amériques. L'esclavage était au cœur du modèle économique de la compagnie. Les produits coloniaux rapportaient énormément d'argent aux investisseurs néerlandais. La WIC ne faisait pas que commercer. Elle pouvait lever une armée, construire des forts et administrer des territoires. C'est donc une entreprise privée avec des pouvoirs politiques et militaires. Cependant, la compagnie connaît des difficultés financières. Elle est dissoute une première fois en 1674, puis réorganisée. Finalement, elle disparaît à la fin du XVIIe siècle. La West India Company est considérée comme un acteur central du système esclavagiste atlantique. Son histoire montre comment des entreprises commerciales ont joué un rôle direct dans la colonisation et dans la traite des êtres humains. En conclusion, la West India Company n'était pas seulement une compagnie de commerce. Elle a été un moteur du système esclavagiste néerlandais et un pilier de l'économie coloniale. Comprendre son rôle permet de mieux saisir les liens entre commerce, pouvoir et exploitation dans l'histoire moderne. Je me trouve sur le Ehrengracht du numéro 502. Le Ehrengracht a été construit en 1672 pour le peintre Ferdinand Bol. Mais quelques décennies plus tard, la maison est achetée par Cornelis von Loon.
l'un des membres d'une famille les plus puissantes d'Amsterdam. Cornelis van Loon était administrateur de la VOC, c'était la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Et sa famille était également liée à la VIC, la Compagnie des Indes occidentales. Ces compagnies ne faisaient pas seulement du commerce d'épices ou de produits exotiques, elles étaient au cœur du système colonial néerlandais, incluant l'exploitation des colonies et la participation active à la traite esclavagiste. La richesse qui a permis à la famille Van Loon de vivre dans ce palais urbain venait donc d'un commerce mondial fondé en partie sur la domination coloniale, l'exploitation et l'esclavage. Ainsi, derrière les façades élégantes du Eendracht 502, se cache la réalité d'un capitalisme naissant nourri par la violence impériale. Importante à habiter dans ce palais. Cette personne s'appelait Paulus Godin. Il était l'un des premiers propriétaires importants de la maison au XVIIe siècle. Godin n'était pas un simple marchand. Il était directeur de la VIC, de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, l'organisation responsable du commerce colonial néerlandais dans l'Atlantique. Sous la direction d'hommes comme lui, la VIC a organisé et financé une partie majeure de la traite transatlantique des esclaves, transportant des dizaines de milliers d'Africains vers les colonies des Amériques. Cette richesse lui a permis d'ériger et entretenir ces majestueuses maisons de canal, provenaient en grande partie de ce commerce colonial fondé sur l'exploitation et l'esclavage. Ainsi, ce bâtiment n'est pas seulement un symbole du raffinement du siècle d'or néerlandais, mais c'est aussi le témoin d'un système économique construit sur la déportation, la violence et l'asservissement. Et l'ironie de l'histoire, c'est que ce bâtiment est maintenant la maison officielle du maire d'Amsterdam. Derrière moi se trouve le quartier du Plantage. Le Plantage est un quartier calme, verdoyant à l'est du centre d'Amsterdam, connu pour ses larges avenues, ses jardins et ses institutions culturelles comme le Hortus Botanicus ou le Artis Royal Zoo. Historiquement, le Plantage s'est développé au XVIIe siècle, à l'âge d'or néerlandais. À l'origine, c'était une zone plus aérée, conçue pour offrir de l'espace et de la tranquillité. Mais son nom, Plantage, évoque aussi une réalité bien plus sombre. Il rappelle les plantations coloniales et le rôle d'Amsterdam dans le commerce transatlantique d'esclaves. Des marchands de la ville ont tiré leur fortune de colonies où les Africains étaient réduits en esclavage pour travailler dans les plantations de sucre, café et coton. Le quartier porte donc en lui la mémoire indirecte de cette histoire coloniale. Mais le plantage n'a pas été financé directement par des marchands esclavagistes. Non, le plantage a été financé indirectement par des investisseurs marchands et banquiers néerlandais via des fonds d'investissement coloniaux, des negotiati, spécialisés dans la finance des plantations esclavagistes au XVIIIe siècle. Pour conclure, c'est que, avec cette manne financière, notamment tirée du commerce triangulaire, Amsterdam a pu, bien entendu, financer son commerce et ses industries, mais en l'occurrence, comme on a pu le voir avec le plantage, dans les domaines aussi culturels. Je me trouve ici à Oosterpark, devant le monument de la commémoration de l'esclavage. Ce monument a été construit en 2002 par l'artiste néerlandais Erwin de Vries. Nous ne sommes pas seulement face à une œuvre de pierre et de bronze, nous sommes face à une mémoire douloureuse, une mémoire trop longtemps ignorée. L'esclavage n'est pas qu'un chapitre ancien dans un livre d'histoire. Ce sont des vies brisées, des familles séparées, des cultures effacées, des générations marquées. Ce monument ne représente pas seulement le passé, il nous parle encore aujourd'hui. Il nous rappelle que l'injustice, lorsqu'elle est normalisée, peut devenir un système et que le silence peut la faire durer. Faire ce documentaire, c'était donner une voix à cette histoire. C'était refuser l'oubli. C'était reconnaître que comprendre le passé est une responsabilité, pas une option. Mais ce souvenir ne suffit pas. La mémoire doit devenir un engagement. Un engagement contre le racisme, contre les discriminations et contre toute forme d'oppression qui trouve leurs racines dans cette histoire. Engagement pour plus de justice, plus d'égalité et plus d'humanité. Cette œuvre est un lieu de recueillement, mais aussi de célébration, par les communautés surinamiennes et antillaises des Pays-Bas. En effet, chaque 1er juillet, ils célèbrent une fête qu'on appelle le Ketikoti. C'est la date d'anniversaire du 1er juillet 1863, l'abolition de l'esclavage au Suriname et dans les Antilles.
Et pour conclure, c'est que honorer la mémoire de celles et ceux qui ont souffert, c'est construire un monde où plus personne ne sera réduit au silence, à une couleur ou à une origine.